Bonjour à tous et bienvenue au Social Show propulsé par Isarta, le rendez-vous des pros du numérique et des médias sociaux où à chaque épisode, un créateur de contenu nous transporte dans ses coulisses pour nous dévoiler tous ses secrets en lien avec la création de contenu de manière stratégique et récurrente. Mon nom est Francis Jeté, j'anime le podcast et je te souhaite bon show! Aujourd'hui, j'espère que tu n'écouteras pas cette émission-là dans ton lit parce que tu risques de d'endormir parce qu'on va raconter des histoires avec Marie-Pierre Lemaire, alias la voisine, alias la prospectrice d'histoire. Marie-Pierre qui est une experte en storytelling. Marie-Pierre, comment ça va ce matin? Hey, ça va super bien, Francis. Merci. Aujourd'hui, on va parler de storytelling. On va parler de comment raconter des histoires pour favoriser la connexion avec notre audience, pour générer des émotions, pour vraiment s'assurer que notre message y passe puis qu'il soit entendu, puis pas en mode promotionnel, mais vraiment en plus en mode raconter des histoires. Fait que parlant de raconter des histoires, Marie-Pierre, veux-tu nous parler un peu de ton parcours? Comment tu es devenue une experte en storytelling? Hey, premièrement, merci, là, Francis, de l'invitation. Je suis vraiment contente que tu m'aies invité pour jaser de storytelling, un sujet qui me passionne énormément, comme tu sais. Ouais, pour répondre à ta question, parcours atypique, comme beaucoup d'entrepreneurs, hein, je suis pas la seule. Moi, en fait, je te dirais que quand j'étais enfant, je vais y aller jusque-là, OK? Je recule jusque-là. Quand j'étais enfant, je rêvais de devenir archéologue. C'est un métier qui n'est finalement m'a pas, disons, je n'ai pas poursuivi dans cette voie-là, mais tout de même, j'ai fait un bac en histoire. Rares sont ceux qui font des bacs en histoire, très rares. On était, je pense, 8 au total, OK? On était très peu. Donc, les histoires me passionnent depuis longtemps, sous tous les sens du terme, on s'entend. Et suite à mon bac, imagine-toi donc, j'ai été 11 ans dans le milieu municipal. Donc, j'ai travaillé dans le milieu municipal en Mauricie. Donc, je combinais le chapeau d'agente de communication et agente de développement culturel. Donc, j'ai marié la culture, d'où mon amour de l'histoire, du patrimoine et tout ça, aux communications. J'ai fait ça pendant 11 ans dans un milieu assez traditionnel et beige, on va se le dire, milieu municipal quand même. Mon boss de l'époque m'a octroyé le dossier des coms en me disant « T'es une fille de com puis tu le sais pas encore ». C'est comme ça que ça a commencé. Et effectivement, je me suis mis les mains là-dedans et je m'en suis rendu compte qu'il avait vu en moi ce que moi, j'avais pas vu encore à ce moment-là, que j'étais une fille de com. Et j'ai pris plaisir pendant ces 11 années-là à gérer des médias sociaux, organiser des conférences de presse, à rédiger des allocutions, animer des conférences de presse, maître de cérémonie, relations publiques, gestion de site web, création de contenu, nomme-les toutes, là, les tâches de A à Z en communication. Donc, c'est comme ça vraiment que j'ai, disons, mis les mains dans les coms et que je me suis rendu compte que j'adorais ça, au même titre que j'adorais donc l'histoire. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Puis, tu sais, bien sûr, pendant ces années-là, ces 11 années-là, ben, j'ai eu accès à plein de formations pour me former, parce que on s'entend, là, que j'arrivais d'un bac en histoire, moi, là, hein, on s'entend, j'ai appris sur le tas, mais j'ai été beaucoup formée aussi dans mes années au municipal. Et là, ben, est arrivée la pandémie. Hein, on le sait, tout le monde a eu une Mhm. grande remise en question, si on veut, hein, à plein de niveaux, puis moi aussi. Et j'ai décidé de me lancer en affaires en créant La Voisine, une entreprise de gestion de médias sociaux en plein cœur de la pandémie. Donc, ça va faire bientôt déjà 5 ans. J'entame ma 5e année très bientôt. Donc, c'est ça. Je me suis lancée dans ce que je connaissais le mieux. Donc, la gestion de médias sociaux, chose que je faisais depuis 10 ans à la MRC des Chenaux, pour ne pas la nommer. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, en créatrice de contenu, gestion de médias sociaux, gestion de communauté. Et rapidement, naturellement, sans m'en rendre compte, je me suis mise à raconter des histoires. Je me suis mise à raconter l'humain derrière l'entreprise. Je me suis mise à rédiger avec des émotions. Euh, donc, c'était ancré en moi, ça. Et à un moment donné, j'ai compris que j'avais cette force-là. J'ai comme compris que c'était différent et particulier, cette façon-là, pour moi, de créer le contenu. Et c'est ça qui m'a mené vers le storytelling, là. Bon, je vais peut-être pas aller trop loin non plus, là, parce qu'on va en jaser, mais c'est un peu comme ça que je suis arrivée dans ce milieu-là.
Tellement intéressant. Puis oui, on va rentrer dans la notion de storytelling, mais avant ça, j'ai quelques questions pour toi en lien avec ton processus créatif, dans le fond, pour Mmh. que tu nous dévoiles un peu tes au quotidien. Donc là, tu fais un peu de gestion de communauté pour certains clients, tu fais de la création de contenu pour toi-même, tu as ton propre podcast également. Donc, peux-tu nous parler de ton processus créatif? Ça ressemble à quoi? C'est-tu structuré? C'est-tu intuitif? Comment tu gères ça? Un beau mélange. Mon processus créatif, je te dirais, là, premièrement, là, pour répondre à ta question, je suis organisée dans un et seul logiciel, ou disons application. Je suis une fan finie d'Airtable. Ceux qui connaissent ça, là, tu connais ça, toi, Francis? J'adore Airtable et je te dirais que c'est là que tout mon contenu est organisé. Là, je l'avoue, là, j'ai un petit crush pour Notion aussi, là, qui est apparu entre-temps. Mais pour l'instant, tout est présentement sur Airtable, autant pour moi que pour mes clients en création de contenu. Donc, j'organise, je planifie, disons, mon contenu là. Il y a souvent de la planification, là, je te dirais mensuelle de mon côté pour la création de contenu, mais ce qui oriente, je sais pas si je devance une question en disant ça, là, mais ce qui oriente vraiment mon contenu, c'est toujours un seul mot, là, ça se résume en un seul mot, puis c'est l'émotion. C'est toujours ça. Mon processus créatif, là, au départ, quand j'arrive pour rédiger, pour créer un contenu, je vais toujours me poser la même question, c'est quelle émotion je veux générer avec ce post-là? Hein? Qu'est-ce que je veux que les gens ressentent en lisant ou en entendant, si on veut, ce contenu-là, ce récit-là ou cette anecdote-là ou bon. Alors, c'est vraiment comme ça que c'est pensé pour moi. C'est vraiment comme ça que je le pense. Bon, bien sûr, après ça vient l'objectif, assurément, derrière, l'appel à l'action, à qui on s'adresse, tout ça, mais il y a cette question d'émotion-là qui prend une grande part dans mon processus, là. Donc voilà, des fois c'est une émotion, des fois c'est plusieurs, mais je te dirais que j'ai fait mes classes, si on veut, avec une émotion en particulier, même si on n'en a pas parlé, j'ai envie de le dire, c'est-à-dire que il y a une émotion qui me colle facilement à la peau. Moi, la voisine, la fille de village rural, c'est l'émotion du sentiment d'appartenance, de Hmm, fierté de son ouais. territoire. Ces émotions-là, j'ai une facilité naturelle à l'imprégner dans des textes parce que ça m'habite. Déjà, c'est plus facile pour moi. J'ai pas besoin je pourrais dire de façon empathique, de l'extérioriser. C'est déjà ancré naturellement. Donc, quand j'ai du contenu à faire où le sentiment d'appartenance à un territoire, où cette fierté-là doit être mise de l'avant, je te dirais que pour moi, c'est du bonbon à créer, là, tu sais, c'est ça. Donc, je sais pas si je réponds à ta question, là. Ben oui. Airtable, émotion, dans le processus créatif, là, je te dis, dans la façon de le penser, là, euh, c'est comme ça que ça se passe, voilà. Donc là, tu parles tout le temps d'une émotion. Cette émotion-là, comment tu l'as choisie? C'était-tu une liste d'émotions, puis là, tu regardes comme ok, ça fait une coupe de contenu pour ce client-là, j'étais un peu plus dans ces émotions-là, puis j'en fais un autre, ou ça vient un peu plus comme intuitivement, ou est-ce que tu penses à un peu ton objectif d'affaires ou le sujet de ta publication, puis tu vas essayer de le lier à une émotion? Comment ça se génère dans ta tête ou dans ton cœur, vu qu'on parle d'émotion? Dans mon cœur, j'adore ça. Ouais, ouais, la tête et le cœur. Ben, en fait, oui, la palette d'émotions est très variée, là, est très grande aussi. Tu sais, il y a des émotions qu'on appelle universelles. De celles-ci en découle une gamme d'autres, disons. Je te dirais que les émotions vont beaucoup aller se relier aux valeurs puis au why de l'entrepreneur pour qui je crée le contenu. Euh, c'est certain que, tu sais, il y a des valeurs qui se, qui se collent tellement facilement, par exemple, à l'authenticité, par exemple, euh, aux soucis environnementaux, dépendamment du message qu'on veut passer, des valeurs de l'entrepreneur, du why, de la raison d'être, de l'histoire aussi, ces émotions-là vont venir vraiment s'appuyer puis prendre vie sur toutes ce que j'appelle des pépites. Ok, dans mon langage, vous allez souvent m'entendre parler de pépites, là. Donc, les pépites que je vais ressortir dans le parcours de l'entrepreneur, ben, ces émotions-là vont venir se greffer à ces pépites-là. Donc, c'est quand même un gros travail en amont qui doit être fait pour être en mesure vraiment d'aller sélectionner, d'aller identifier, extraire, si on veut, ces pépites-là qui sont uniques à chaque histoire, à chaque parcours d'entrepreneur. Et quand on a toutes ces pépites-là en main, on est en mesure vraiment de venir y coller des émotions
précises à faire ressortir en lien avec les valeurs, le why. Et là, on pourra parler de tout l'arc narratif. Là, je m'arrête ici, mais c'est comme ça vraiment que les émotions vont venir se greffer. Donc oui, souvent, c'est les mêmes parce que on, je te dirais que pour clarifier un message, on va toujours peser sur les mêmes leviers, c'est-à-dire on va toujours peser sur les mêmes ou presque, mais dans des histoires différentes, dans des contextes différents, donc c'est ça qui change. C'est pas l'émotion qui change, mais c'est souvent l'histoire, l'anecdote qu'on va raconter qui va changer elle, mais elle va toujours susciter sensiblement une même gamme d'émotions dans laquelle on va rester et qui est différente pour chaque entrepreneur. Ouais. Vraiment intéressant. En discutant ensemble, tu m'as fait réaliser que moi, quand j'étais derrière le compte de RDS, ça, c'était un processus que je faisais moi aussi instinctivement. Donc, Mhm. selon la nouvelle, j'essayais de voir comment j'allais présenter mon contenu en fonction des émotions que ça allait générer chez les fans, dans le fond. Puis j'essayais tout le temps de voir comme, OK, ben est-ce que ce contenu-là est là pour c'est un contenu plus positif ou à savoir plus négatif? Puis là, donc, j'essayais vraiment de miser sur le genre de réaction que j'allais créer dans les commentaires ou quoi que ce soit. Puis ça, je le faisais vraiment intuitivement. Puis moi, c'était Mhm. pas tant, je le liais moins aux émotions, mais finalement, quand on s'en parlait en préparation de l'épisode, je me suis rendu compte que ben, finalement, c'était des émotions que j'essayais de générer, mais moi, je pensais surtout à la réaction des gens. J'entendais déjà les commentaires dans ma tête que j'allais lire en lien avec l'angle que j'allais avoir pris. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour favoriser l'engagement puis favoriser la connexion des gens. Donc, je pense que c'est un problème de beaucoup d'entreprises au niveau des gestions médias sociaux. Le contenu qu'on a à promouvoir est lié avec des objectifs d'affaires, des projets, puis on oublie que le contenu doit connecter avec notre audience. Ça doit générer des émotions. Fait que ça, je pense que c'est important de revenir à cet élément-là vraiment simple. C'est drôle, cette semaine, j'avais ma formation podcast, puis je parlais de ça. Mhm. C'est quoi l'émotion? Qu'est-ce que les gens vont ressentir quand ils vont écouter ton podcast? C'est quelque chose qui est vraiment important. Moi, je veux que les gens ressortent d'ici avec, qu'ils soient inspirés, puis que la création de contenu soit un peu moins un fardeau, puis qu'ils retrouvent le plaisir de créer. Fait que ça, moi, c'est un peu l'émotion que je cherche avec le podcast. Donc, je pense que c'est vraiment un élément très important à discuter, la notion d'émotion. Fait que merci d'amener ça aujourd'hui dans le podcast. Fait que là, t'es quand même organisé. Donc, dans le fond, on voit que tes émotions, eux autres, découlent vraiment du parcours de l'entrepreneur ou de l'entreprise avec laquelle tu travailles. Donc, puis là-dedans, tu vas aller chercher les valeurs. Là. Pour beaucoup de gens, les valeurs, quand on va visiter leur site web, là, les valeurs sont là. Puis s'il y avait un onglet d'un site web qui fait prendre la poussière, c'est vraiment l'onglet des valeurs. Puis souvent, c'est des valeurs ultra génériques qu'il y a là. Comment tu fais pour trouver, mettre le doigt justement sur ces pépites-là, puis les valeurs pour pas que ça soit générique, puis que ça soit vraiment unique et que ça aide vraiment à créer du contenu qui est authentique puis qui est en lien avec la mission de l'organisation ou de l'entrepreneur? Tellement une bonne question. Puis effectivement, je suis du même avis que toi. Souvent, on voit une liste d'épicerie, j'appelle ça une liste d'épicerie de valeurs, qui sont génériques. On retrouve souvent le respect, tu sais, bon, cette fameuse valeur universelle que tout le Le monde dit, travail ben oui, d'équipe. le travail d'équipe. Oui, effectivement, très bon point parce que moi, j'amène cette réflexion-là à un autre niveau. C'est-à-dire que parfois, quand je pose la question, parce que je la pose la question drette de même, quelles sont tes valeurs? Tu sais, on s'entend? Il va toujours y avoir une liste, si on veut, de valeurs qu'on pense avoir, que parfois on a réellement, mais pas toujours. Donc, on part de là, c'est-à-dire qu'on part des valeurs que tu me nommes, tu sais, par exemple, et on va plus loin. Je vais plus loin, puis je te pose, premièrement, une question en disant à quel événement, quel moment de ta vie tu peux relier cette valeur-là? Attends un peu, là. Y a-t-il un moment dans ta vie où cette valeur-là a pris vie davantage ou a été vraiment mis de l'avant? Alors là, ça t'amène à un autre point. OK, ouais, à quoi je peux relier ça? Premièrement, si tu as de la misère à le relier, on va pousser encore plus loin pour voir est-ce que c'est vraiment une valeur qui t'anime pour vrai Hmm. ou c'est une impression ou c'est une valeur que tu aimerais avoir. Tu sais aussi, il y a ça aussi, des souhaits ou pour l'image ou tout ça. On est porté à aller vers des valeurs universelles que tout le monde adopte. Il n'y a pas de mauvaise valeur là, en soi. Je veux dire, tu sais, souvent, quand on fait ce travail-là, ben, le but, c'est d'aller le relier à
notre parcours, à notre histoire. Là, je reviens avec le storytelling ici. Et là, souvent, c'est que je vais te demander aussi si tu as de la misère à trouver un événement, je vais te demander, c'est quoi les plus grands défis que tu as vécus dans ta vie? OK, je vais te demander de les identifier. 1, 2, 3. On espère que tu n'en as pas eu 75, mais quand même. Si c'est le cas, tu as beaucoup appris. C'est quand même bon. Et là, je vais te demander, OK, de ces défis-là, qu'est-ce que c'est venu confronter chez toi? Comment c'est venu te toucher à... Qu'est-ce que c'est venu atteindre, en fait? Et c'est souvent les valeurs qui viennent qu'on atteint. Et c'est souvent là qu'on va aller trouver plus en profondeur des valeurs que peut-être tu n'avais même pas nommées dans ta liste au départ. Puis c'est ça mon accompagnement que j'aide d'ailleurs à faire tout ce débroussaillage-là, cette grande introspection-là, pour aller trouver les valeurs qui qui sont pas sorties sur une liste d'épicerie sur le coin de la table, mais qui sont vraiment reliées à ta vie, à toi, à comment tu as agi, à ce que tu as vécu, qui sont réellement là, tu sais, ancrés au plus profond de toi. Donc, ça, c'est super important. Puis, tu sais, ça m'est arrivé dans mes accompagnements du service que j'ai lancé à l'automne dernier qui s'appelle Pépites d'or. Ça m'est arrivé, dans le cadre de Pépites d'or, de faire ressortir des valeurs que l'entrepreneur n'avait même pas au Mmh. départ pensé Mmh. qu'il y avait. Et moi, d'arriver puis de le justifier, c'est-à-dire d'expliquer toute pourquoi cette valeur-là est tellement présente et la personne de me dire, mon Dieu Seigneur, mais c'est une révélation que j'ai cette valeur-là et tu as tout à fait raison, je ne l'avais jamais vue comme ça. Donc voilà, des fois, d'aller vraiment creuser dans le passé pour expliquer le présent, là, c'est toujours important. Là, tu sais, je parle toujours du parcours, de l'histoire. J'ai l'impression d'être tournée dans le passé, mais non, l'idée, c'est vraiment dans le processus, d'aller extraire des choses du passé pour vraiment les animer puis les communiquer dans le présent, là, de façon solide et profonde. Donc, c'est ça la nuance, c'est ça la différence. C'est que ça demande un travail beaucoup plus grand que nous allons lister nos valeurs. Ouais. À quoi on peut les relier? Tu sais, il y a comme un autre Ça, c'est travail à faire. intéressant parce que ça peut quand même se transposer, parce que tu parles, tu sais, beaucoup pour un entrepreneur, mais ça peut quand même facilement se transposer pour une organisation parce que les organisations vont vivre également des défis, des challenges. Il y a des moments où les entreprises vont moins bien, où l'organisation a fait face à certains obstacles ou Défini. quoi que ce soit par Exact. rapport à l'industrie ou par rapport au contexte économique. Donc, il y a plein de pépites qui font que, ben, justement, il y a une histoire à raconter. Puis ce qui est vraiment intéressant de ton processus, c'est le fait que, ben, dès que tu travailles une valeur, tu vas aller chercher déjà, tu vas déjà aller identifier des histoires. Donc, ces histoires-là peuvent déjà commencer à s'écrire, si on veut, pour les intégrer dans notre création de contenu. Fait que ça, c'est quand même intéressant parce que en trouvant les valeurs, ben, on trouve déjà des petites histoires à aller raconter par la suite. Fait que très, très intéressant tout ça. J'aimerais ça que tu me dises, ben, tu sais, justement, qu'est-ce qui fait que le why d'une personne va influencer son histoire? Comment les gens peuvent repartir de leur why pour essayer de l'intégrer à comment ils vont raconter leur histoire? Ouais, mais premièrement, pour ceux qui sont peut-être moins à l'aise avec le fameux why, mais je pense que ton audience, Francis, a souvent entendu peut-être ce terme-là, mais c'est vraiment la raison d'être. Donc, la raison d'être, la motivation, quand tu te lèves le matin, là, puis que tu t'en vas travailler, là, ben, c'est ton why qui fait que t'es heureux d'y aller, c'est ce qui te motive, c'est ce qui te permet de persévérer. C'est ce qui génère du sens à ce que tu fais. Et là, j'axe vraiment l'emphase là-dessus, là, c'est ce qui permet de générer du sens sur ce que tu fais. Donc, le why moi je dis souvent que c'est le cœur d'un récit. C'est ce qui va permettre de générer du sens avec toutes les autres pépites qu'on va trouver. Que sont? Je vais vous les nommer, là. Que sont? Premièrement, les valeurs, on en a parlé. Le why, on en parle. Que sont le combat? OK? Le combat. C'est quoi ton combat? Contre quoi tu luttes? Quelle est ta quête? Qu'est-ce que tu défends, toi, dans la vie? Ça, c'est une grande question. Fait que ça, c'est un peu comme l'équivalent de la mission quand on parle d'une entreprise, là, tu sais, cette Ouais, mission-là on qu'on pourrait le veut. comparer pour une organisation à la mission. Contre quoi? C'est ça, on existe finalement. Pourquoi qu'on est là, tu sais? Effectivement, donc le combat, contre quoi on lutte, quelle est notre quête, là, ça, c'est toutes les questions là, autour de ça. Ça, c'est important. Le why vient
donner du sens à ce combat-là, d'ailleurs. Qui sont nos opposants? Qui nous met des bâtons dans les roues? Qui ou quoi? Ça peut être une personne, ça peut être quelque chose, un objet, ça peut être quelque chose d'intangible, d'abstrait. Donc ça, c'est important aussi. Qui sont nos adjuvants? Nos adjuvants, c'est nos alliés. Notre ou nos alliés, ça peut être une personne, un objet, ça peut être intangible. Encore là, c'est quoi notre bouleversement? Quand on a eu le déclic, on a vécu un grand bouleversement, qu'est-ce que ça a généré comme leçon, comme apprentissage? Hein? Quelle transformation s'en est suivie suite à ce bouleversement-là, donc ce qu'on appelle l'épiphanie, la grande leçon, la grande prise de conscience, le moment de haha que j'appelle, Mhm. où on entend dans notre tête Alléluia! C'est-à-dire qu'on a enfin compris, tu sais, le message derrière, le cadeau caché derrière l'épreuve. Ensuite de ça, la transformation, la contribution et l'impact qu'on veut apporter dans le monde. Le why, là, il est vraiment profondément relié à toutes ces pépites-là que je viens de nommer, parce que c'est le cœur de l'histoire, c'est ce qui génère du sens. Et c'est ça le défi de créer son storytelling, son récit fondateur que j'appelle. Là est tout le défi, c'est-à-dire de sélectionner seulement les pépites qui font du sens entre elles, qui viennent expliquer pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Et l'impact que tu veux apporter chez les autres, dans le monde, la vision que tu veux partager, si on veut, avec les autres. Ce processus-là, tout ce travail-là, quand on le fait ensemble, apporte une grande clarté sur ton message, apporte une grande clarté sur ton identité, sur qui tu es, sur ce que tu peux apporter aux autres aussi, sur l'impact, bref, dans le monde que tu peux. Donc, c'est vraiment... c'est un processus très introspectif d'aller à la découverte de son why, là, puis d'aller à la découverte de toutes ces pépites-là aussi, mais c'est un travail nécessaire, j'en suis persuadée, en 2024, à l'aube de 2025, c'est un travail nécessaire pour être en mesure de ressortir du sens, des émotions, puis de connecter profondément avec notre audience là, en ligne. Si tu prends le temps d'écouter le podcast, c'est la preuve que tu aimes ça apprendre puis que tu veux améliorer ta création de contenu et tes résultats. Mais si je te disais que tu peux aller encore plus en profondeur sur l'optimisation de ton contenu sur certaines plateformes, serais-tu curieux de savoir comment? C'est simple, tu as juste à te rendre sur le site d'Isarta pour consulter les sujets de formation que je donne en lien avec les médias sociaux. TikTok, la publicité Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe la plateforme sur laquelle tu aimerais ça en apprendre davantage, j'ai sûrement une formation sur le sujet. Tu aimerais développer ton propre podcast, j'ai aussi une formation là-dessus. Puis ça, c'est juste mes formations à moi. Il y a une foule d'autres formations données par des experts d'autres domaines, que ce soit en lien avec le marketing numérique ou plein d'autres sujets fascinants qui vont t'aider à propulser ta carrière. Visite formation.isarta.com pour consulter le calendrier des formations et t'assurer de réserver ta place. Merci à Isarta de commanditer le podcast Le Social Show. Quand je travaille avec mes clients, j'aime toujours leur faire découvrir des outils numériques, surtout quand c'est des entreprises québécoises. C'est pourquoi j'étais vraiment excité quand WebSelf m'ont approché pour commanditer le Social Show. Tu connais pas WebSelf? C'est une plateforme de création de sites web développée à 100% au Québec. Tu veux créer un site web gratuit, simple, puis sur mesure, que tu sois travailleur autonome, un entrepreneur ou que tu veuilles vendre des produits en ligne, WebSelf, c'est vraiment l'outil qu'il faut. Avec WebSelf, créer ton site web se fait en 3 étapes, simples et rapides. Tu choisis ton template, tu rédiges tes textes et t'importes tes images. Il te faut juste cliquer sur le petit bouton « Publier ». Pas besoin de compétences techniques avancées. Ce qui est génial avec WebSelf, c'est que tu peux tout gérer au même endroit. Ton site, ton hébergement, puis même ton nom de domaine. En plus, tu vas avoir accès à un support en français pour gérer tout ça. Et si tu veux vraiment pas te casser la tête, tu peux même déléguer la création de ton site web à l'équipe de WebSelf. En plus, leurs forfaits sont parmi les moins chers sur le marché. Pour tous les auditeurs du podcast, WebSelf offre un code promo spécial. Utilise le code SOCIAL20 pour obtenir une réduction exclusive sur ton abonnement. Visite webself.net pour commencer à créer ton site web gratuitement dès aujourd'hui. Un gros merci à l'équipe de WebSelf de commencer le podcast. De retour avec notre invité. Le why n'est pas toujours facile à aller trouver. Comment tu t'accompagnes les gens à peut-être trouver la bonne manière de trouver son why, justement? Tu sais, c'est quoi? Y a-t-il un processus que tu utilises? Ouais.
Ouais, il y a un processus. Bien sûr, tu sais, la question quel est ton why est rarement répondue avec un why clair chez les entrepreneurs, bien sûr, que j'accompagne parce que c'est quelque chose qui se découvre à travers les autres réponses, je te dirais. Moi, la façon que j'accueille les gens dans mon univers, dans Pépites d'or, c'est que, ben, ils arrivent dans un espace Notion. Je parlais de Notion tantôt. Donc, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Puis, ben, premièrement, il y a quand même un formulaire là, de questions à répondre. D'emblée, au départ, là, c'est la première chose que tu as à faire. Tu arrives dans ton univers, dans ton espace, puis tu as des questions à répondre. Puis souvent, c'est des questions qui sont pas quel est ton why, quelles sont tes valeurs. Je vais aller découvrir ça à travers d'autres questions. Exemple, je donne des exemples comme ça de questions plus en surface, mais qui permettent tellement d'aller quand même extraire des choses pertinentes. Exemple, quand tu étais enfant, quelles activités, quels loisirs, qu'est-ce que tu faisais? À quoi tu jouais? C'était quoi tes jeux préférés? Tu sais, des exemples de questions comme ça où on va aller plus en surface, plus simplement. Bon, bien sûr, il faut se plonger dans nos souvenirs, là. Ça peut peut-être être plus compliqué pour certains, mais plus simple que quel est ton why, tu sais. Hmm. Donc, je vais aller poser toutes sortes de questions plus difficiles, qui demandent un degré d'introspection plus profond et moins profond, pour être en mesure, à travers toutes les réponses qui me sont données, d'extraire ce why-là, de proposer un why. C'est rarement le client qui va me le nommer. C'est Ouais. souvent moi qui vais arriver en disant, hey, au portrait, au regard de toutes les réponses, de tout ce que tu as vécu, de ce que tu as nommé, le why qui me semble évident, c'est celui-ci. Et là, je le présente, tu sais. Parce que c'est mon travail aussi de le dénicher, c'est mon travail d'éclairer, si on veut, les gens qui l'ont pas d'emblée. Et jusqu'à maintenant, puis ça pourrait arriver que ça soit pas ça, là, mais jusqu'à maintenant, je suis toujours tombée pile. Bon, alors, c'est pour dire que faut faire ce travail d'introspection-là pour arriver justement à une réponse claire comme ça. Donc, après ça, il existe toutes sortes d'exercices là, que plusieurs font. Je pense notamment à ma grande amie Marie-Ève Drolet, que tu as déjà reçue sur le podcast d'ailleurs, qui est une grande fan de cette découverte de why-là, qui en parle beaucoup et elle a toutes sortes d'exercices aussi qu'elle offre en organisation, Marie-Ève aussi, pour en arriver à la découverte de ce why-là. Il y a différents processus qui existent. Moi, je travaille principalement avec des solopreneurs pour Pépites d'or. Alors, c'est différent pour moi, mais en organisation, pour donner cet exemple-là, il y a des ateliers qui peuvent être faits aussi en équipe, en table, qui permettent vraiment d'avancer sur justement les questions de valeur, de mission, de vision, puis être en mesure de regrouper ça pour en extraire un why. Marie-Ève a fait ça de belle façon aussi avec les organisations. Donc, il y a différentes façons de faire, dépendamment à qui on s'adresse. Dans mon cas, ben, ça prend forme vraiment dans des questions plus introspectives, en lien avec ton passé, ce que tu as vécu. Et à travers tout ça, moi, je suis capable d'aller extraire toutes les pépites dont j'ai besoin. Puis après ça, ben, je présente ce qu'on appelle une story map. Une story map, c'est comme une mind map visuelle où est-ce que je vais vraiment aller présenter toutes les pépites qui ont ressorti. Donc, chacun des éléments dont j'ai parlé. Puis je le présente au client. Alors, c'est souvent un moment de grande prise de conscience, de wow, de découverte, de parfois de validation aussi. Ouais, ça a du sens, ou ça, je suis surpris ou je suis surprise, mais ça fait du sens. Le but, c'est de générer du sens d'abord pour soi, en premier lieu, pour être en mesure d'en générer chez les autres ensuite. Fait que c'est super intéressant comme processus. Puis ça nous amène à faire du vrai storytelling. Souvent, on entend parler du storytelling, puis c'est un peu comme, ah ben là, tu commences ton post en disant, ah, il était 3 heures de l'après-midi, puis soudain, je reçois un appel d'un client. Oh, ça, c'était un post storytelling. Mais là, on voit clairement que toi, on est dans un storytelling un peu plus profond. Tu sais, on vient de nommer là, vraiment les ingrédients clés de ça. Donc, es-tu capable de peut-être expliquer aux gens concrètement la différence entre le storytelling que je viens de nommer en exemple, qui est un peu cheesy, mais puis ton storytelling, c'est quoi la différence en termes de profondeur, puis qu'est-ce que ça a comme impact concrètement en termes de résultats, mettons? J'adore, premièrement, que tu me poses cette question-là. Je l'attendais avec impatience parce que c'est là où les gens sont souvent mêlés, je dirais, avec le storytelling. C'est-à-dire qu'on entend souvent des gens qui disent, ben oui, moi je fais du storytelling, je documente mon quotidien. Ça, on l'entend beaucoup. Du storytelling au présent, tu sais, qu'au présent. Beaucoup souvent, trop de choses racontées, peu de profondeur ou pas assez à mon goût. Effectivement. Donc, je vais vraiment
démystifier, si on veut, deux types de storytelling, c'est-à-dire ce que j'appelle le macro storytelling puis le micro storytelling. Donc, le macro storytelling, c'est, pour vous imaginer la chose, là, je vais utiliser la métaphore d'une maison, OK? Le macro storytelling, c'est la fondation de ta maison, OK? Ça te prend une fondation parce que si tu veux monter des murs, mettre de la belle déco dans ta maison, si tu n'as pas de fondation, ça tiendra pas. Ça sera pas solide. On s'entend? Donc, le macro storytelling, c'est ce que j'appelle ton récit fondateur. C'est ce que je travaille, moi, avec mes clients. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller vraiment extraire toutes les pépites en passant des valeurs du why, du combat, de l'adjuvant, l'allié, le déclic, le bouleversement. Bref, tout ça, ce que j'ai nommé, on va aller tout extraire ça pour vraiment avoir une base, une fondation solide sur laquelle nos anecdotes du quotidien, sur laquelle les choses qui se passent dans le présent vont venir s'appuyer sur cette base solide-là pour faire du sens. Alors, ça va éviter de faire ce récit fondateur-là. Là, ça évite souvent que on dit tout et n'importe quoi. On raconte tout sans trop y penser. Quand on a un récit fondateur, au contraire, quand on veut raconter des anecdotes, il nous en arrive des affaires, là. Qu'est-ce qu'on dit pas? Tu sais, il vient souvent le temps de dire, le tri, je le fais comment, tu sais? Qu'est-ce qui vaut la peine d'être raconté ou pas? Quand on a notre récit fondateur, cette question-là, elle se répond très rapidement. On le sait, qu'est-ce qui vaut la peine d'être raconté, parce que c'est des choses qui vont venir appuyer nos valeurs, notre why, notre récit fondateur, tout le travail que je fais avec mes clients. Ça va éviter aussi, ce récit fondateur-là, ça va éviter aussi de trop en dire. Souvent sous la carte de l'authenticité. Ça, on a déjà parlé, Francis, là, c'est-à-dire jusqu'où on va dans cette authenticité-là, tu sais. Ça va nous permettre de faire le tri des bonnes anecdotes, des bonnes histoires à raconter, et non pas de tout dire. Ça va nous permettre vraiment de comprendre le processus d'une bonne histoire, qui est pas de raconter tout ce qu'on vit au moment où on le vit, quand la plaie est ouverte, là. Ça va nous permettre de comprendre que un bon récit, on le raconte un coup que la plaie est fermée puis qu'elle est cicatrisée, parce que c'est juste à ce moment-là qu'on a pu faire un pas de recul puis comprendre les leçons puis les apprentissages, le fameux cadeau dont je parlais tantôt. Donc, c'est à ce moment-là qu'on est en mesure de le mettre le doigt dessus. Donc, tu sais, les gens, ils veulent pas savoir, tu sais, oui, l'émotion, mais c'est-à-dire après l'émotion que tu vis, là, tu sais, si tu fais une story en pleurant pendant une minute, 2 minutes en disant que c'est difficile ce que tu vis aujourd'hui, ben qu'est-ce que ça apporte à ton audience, ça? Tu sais, oui, les émotions, mais il y a une nuance à apporter ici, c'est super important, tu sais. Le but, c'est pas juste de garrocher toutes les émotions qu'on vit au moment où on le vit. C'est super important de prendre ça en considération. C'est plutôt de raconter, oui, en y mettant de l'émotion, mais surtout une leçon, un apprentissage pour inspirer, pour motiver notre audience à passer à la prochaine étape, à se mettre en action. Donc ça, c'est important. Quand on a un récit fondateur, on comprend tout ça. On vient à comprendre tout ça. Et on est capable d'appuyer des anecdotes de notre quotidien, documenter notre quotidien sur une base solide qui fait du sens pour soi, et on est en mesure de générer beaucoup plus de sens aussi chez les autres avec un message clair. Voilà. Je pense que c'est vraiment important parce que là, tu as nommé quelques erreurs courantes là, qu'on voit dans les gens qui essayent de documenter puis de raconter leur histoire, leur parcours d'entrepreneur, là, mettons. Effectivement, que des fois, ben, tu sais, il y a comme il y a comme les deux opposés, on dirait. Il y a des gens qui disent, hey, j'ai aucune idée quoi raconter, j'ai rien à raconter, c'est pas intéressant. Puis il y a des gens qui overshare, qui partagent beaucoup trop, puis que dans le fond, c'est confus, puis que là, de l'autre côté, ben, les gens ne comprennent pas nécessairement tout, ou justement, on peut faire des erreurs d'en dire trop, de créer du contenu qui raconte pas peut-être la bonne histoire. Fait que je pense quand même important le fait d'avoir une fondation solide, comme tu dis, de laquelle partir. D'après toi, comment on fait pour être en mesure d'au quotidien de raconter notre histoire en s'assurant que ça connecte avec notre audience, puis qu'on n'est pas en train de faire ces erreurs-là? Très bon point. J'ai envie de te nommer deux choses suite à cette question-là. Premièrement, le plus grand paradoxe du storytelling, là, c'est d'être à la fois universel et unique. OK? C'est un paradoxe parce que c'est pas à propos de nous. Hein, l'histoire, là, vous allez dire, ben oui, c'est mon histoire, c'est mon parcours, je me raconte. Effectivement, oui, ça part de toi, mais c'est pas à propos de toi. C'est-à-dire que le but là, de raconter ton histoire, là, hein,
c'est de générer du sens, c'est de partager une vision commune avec ton audience. Oui, ça part de toi, mais ça doit être à la fois unique. Ton histoire est unique parce que t'es la seule personne à l'avoir vécu comme ça, bien sûr. Mais elle doit être aussi universelle pour parler à ton audience. OK? Donc ça, c'est super important de prendre ça en compte. Et c'est un grand paradoxe. Et c'est souvent quand je dis c'est pas à propos de toi, ou souvent là, quand on comprend ça, puis qu'on comprend que c'est à propos de l'autre, si on veut, qu'on veut atteindre, ça vient de prendre une perspective différente, notre storytelling. Donc, c'est important de, bon, bien sûr, à travers ça, bien connaître à qui on s'adresse. On fait nos devoirs en marketing, là, nos fameux personas ou tout ça. Quelle émotion universelle on veut générer avec cette histoire-là aussi. Hein? Des émotions, ça, tout le monde peut les vivre, peut avoir déjà vécu ces émotions-là, se sentir comme ça à un certain moment de leur vie. Donc, il y a ce paradoxe-là entre l'universalité de notre histoire et l'unicité de notre histoire. Puis l'autre aspect aussi que je vais aborder, que tu as nommé, tu as dit, tu sais, souvent les gens vont se dire, ouais, mais moi, mon histoire, elle vaut pas la peine d'être racontée ou j'ai rien de vécu d'extraordinaire, tu Ouais. sais. Ça vaut pas la peine. Et moi, c'est souvent à ce moment-là que, tu sais, je me dis, oh, c'est là qu'il y a les plus belles histoires parce que tu sais, on n'a pas besoin d'avoir vécu une attaque de requin ou d'avoir monté l'Everest pour avoir une histoire qui vaut la peine d'être racontée, parce que rares sont les personnes qui ont vécu ça. Puis bien sûr, le but, c'est pas que les gens aient vécu exactement ce que tu as vécu, mais c'est l'émotion là derrière ça qui est le plus important, toujours. Je le répéterai jamais assez, mais les histoires que je vais dire banales, dans lesquelles on voit pas l'extraordinaire, j'ai rien vécu d'extraordinaire, c'est souvent les histoires qui sont les plus relatable, les plus où les gens vont le plus s'identifier davantage. Donc, au contraire, ça vaut tellement la peine de raconter un parcours, si on veut, ordinaire, mais d'en faire ressortir des émotions universelles où les gens vont être en mesure de s'identifier puis de ressentir à leur tour ces émotions-là. C'est là tout l'impact du storytelling. Je réponds-tu à ta Ouais, question, Francis? tout à fait. Bref, je suis allée un peu... Tu sais, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important que on fait pas assez parce que souvent, justement, les organisations parlent d'eux, mais oublient que ça doit connecter avec leur audience. Qu'est-ce qui fait que présentement, tu sais, on parle beaucoup des memes, mais pourquoi les memes, ça fonctionne si bien? Parce que ça génère, ça reflète des émotions, puis c'est relatable, comme tu dis. C'est du contenu auquel on s'identifie. C'est pour ça que ça génère beaucoup de partage, parce que les gens se reconnaissent là-dedans. Puis, donc, mais je pense que les memes, c'est pas la seule manière de générer du contenu relatable. Puis c'est là qu'il faut revenir un peu à cet aspect-là de storytelling, puis de toujours justement revenir au fait que, ben, comment ça va connecter avec mon audience? Ça va être quoi cette émotion-là? Ou ça va être quoi dans ce que je vais raconter? Qu'est-ce qui est universel ou qu'est-ce qui est le dénominateur commun de ma clientèle cible qu'eux autres aussi vivent? Souvent, si on Exact. l'entend pour les entrepreneurs, de dire si tu es un entrepreneur qui veut aider d'autres entrepreneurs, ben parler de toi à v'là 1 an ou v'là 2 ans, ben tu sais par où ils ont passé, mettons. Fait que c'est un peu ça qu'on est en train de Oui. jaser C'est quoi la leçon présentement. que tu Ouais. veux transmettre, que cette leçon-là pourrait franchement être importante et intéressante pour ton audience à ce moment-ci, eux aussi dans leur parcours? Absolument, absolument. Puis tu sais, ça me fait penser, Francis, ce que tu dis, j'ai envie de de partager cette citation-là que j'adore, que j'aime beaucoup, qui me suit depuis longtemps, et c'est la citation de Maya Angelou. Tu l'as peut-être déjà entendue, c'est: les gens se rappelleront pas ce que tu as dit ou ce que tu as fait, mais ils vont toujours se rappeler ce qu'ils ressentaient en ta présence. Donc, le pouvoir du ressenti, le pouvoir des émotions. Et Mm. ça, c'est pareil avec une entreprise, avec une image de marque, c'est-à-dire que ton contenu que tu vas publier, les gens vont sûrement, peut-être pas se rappeler exactement de ce que tu as dit, de ce que tu as fait, mais ils vont toujours conserver, si on veut, en eux ce ressenti-là que tu leur fais vivre. Et ça, c'est ce qui va aider à te rendre mémorable, d'ailleurs, Mm. dans un fil d'actualité rempli de contenu en 2024. Ouais, donc comment se démarquer justement, comment créer du contenu qui est comme unique, mais que justement les gens vont se souvenir. Je pense que c'est un défi que beaucoup d'organisations ont présentement. Justement, tu sais, c'est quoi qui fait la différence entre un post storytelling puis une histoire mémorable que les gens vont ressentir quelque chose, puis qui vont... donc, tu sais, au niveau de
On a parlé de la fondation tantôt, mais de manière pratico-pratique, quand on a le temps de créer la publication ou de la rédiger, comment on fait pour s'assurer que justement c'est un contenu qui va être mémorable et que les gens vont ressentir quelque chose? Ouais. Hey, c'est une très bonne question. Souvent, comme ce que je donne comme truc, c'est justement, je reviens à ce que je disais au départ, là, de se poser la question, c'est quoi l'émotion? De mettre le doigt dessus, l'identifier, là, la Mhm. nommer. Puis quand on commence, là, je donnerais comme truc de se... Comment je pourrais dire, de s'arrêter à une seule émotion, de pas vouloir en faire une palette complète, là, parce que c'est un défi quand même quand on débute, là. Donc, je dirais identifier une émotion au départ qu'on veut faire ressortir. Et je fais faire l'exercice souvent à des organisations parce que je donne beaucoup de formations, puis je leur fais faire l'exercice de prendre un post qu'ils ont déjà, par exemple, publié, puis de le transformer. On va aller, tu sais, le transformer en injectant de l'émotion dedans. Puis souvent, ces posts-là, c'est des posts très informationnels, tu sais, très factuels, un peu comme à l'image d'un lecteur de bulletin de nouvelles, là. C'est très neutre, où est-ce qu'on va donner des faits, où on va donner de l'information. Puis là, je leur dis, OK, comment maintenant vous pouvez transformer ce même post-là? Comment on peut le rédiger maintenant en injectant de l'émotion, tu sais? Quelle émotion on va faire ressortir? Donc, je les amène vraiment à poser un regard sur du contenu qui a déjà été créé. Comment on peut le transformer? C'est souvent plus facile de procéder ainsi que de partir de rien, tu sais? Donc, de voir comment je pourrais transformer ça. Et là, tu sais, je les invite à nommer comment ils se sentaient. Tu sais, puis des fois, hey, c'est un parcours. C'est difficile au début, là, je l'avoue, là, c'est pas quelque chose qui se fait naturellement pour tout le monde. Mais tu sais, je donne un exemple très concret. Par exemple, j'avais une organisation à un moment donné que le post, c'était mardi dernier avait lieu le gala machin chouette où nous avons remporté, ou même pas où nous, c'était où la CDC machin chouette a remporté le prix telle affaire. Ouais, à la troisième personne pour l'organisation, après de dire nous ou on déjà, tu sais que. Voilà, là, je caricature, je mets au maximum, mais c'est Ouais. arrivé, c'est un fait réel, là, ce que je raconte là. Et là, je leur ai demandé comment on peut injecter plus d'émotion là-dedans. Ben là, je sais pas trop. Là, c'est comme si Et on pourtant, est et un pourtant, ça devrait être simple pour cette publication-là, parce que là, il y a des prix qui sont remportés, en donc plus! il C'est devrait quoi y avoir l'émotion au qu'on... moins la fierté, ou il Ben devrait y oui! avoir comme le sentiment Voilà. d'accomplissement, ou tu sais, il y a plusieurs. Voilà où je les amène à réfléchir, tu sais. Comment vous vous êtes sentis, là, quand on vous a demandé de monter sur scène, là, pour prendre, je sais pas, le trophée, le certificat, peu importe, puis de prendre parole, c'était quoi l'émotion, tu sais. Alors là, je les amène vraiment à revivre un peu le moment, tu sais. Comment on peut le transposer maintenant dans le post? Ça peut sembler simple et banal, là, pour des gens, mais c'est pas acquis pour tout le monde, ça. Donc là, plutôt que d'écrire avait lieu mardi dernier, plutôt on est tellement fiers d'avoir remporté le prix XYZ. Au moment où on est monté sur scène pour dire telle affaire, tu sais, bon, vous étiez tant de personnes à entendre à dire que ce projet-là valait la peine vous nous avez entendu. Ben là, quelle émotion. On va aller vraiment dans chaque, je vais dire, petit paragraphe, petite phrase, tout ça, à essayer d'aller mettre de l'émotion. Puis souvent, je leur dis, utilisez les emojis aussi, amusez-vous pour renforcer cette émotion-là. Il y a des emojis qui vivent plein d'émotions, utilisez-les pour renforcer le message. Alors, ça semble bien banal. Pour moi, ça l'est, mais pour d'autres, il faut faire l'exercice. Puis là, quand on prend un contenu et on le transforme, après ça, on est prêt à créer un contenu de toute pièce en injectant, en les nommant, tu sais, tout simplement en le disant le mot fierté, le mot fier. On se sort la palette au début, là, je leur dis sortez la palette d'émotions parce que j'ai une palette visuelle avec des couleurs. Là. Bon, alors maintenant, mettez le doigt dessus. Donc, juste ça fait une énorme différence. Parce qu'on est comme des robots des fois là, dans nos tâches connexes, là, pour ceux qui sont pas des créateurs de contenu là, avérés. Là. Hein, pour les organisations, les entreprises qui ont à faire ça dans leur tâche, puis que c'est pas leur tâche première, on est comme des robots, Tu c'est de comme la squeezer tâche. ça entre Ben deux oui! courriels ou entre deux rencontres. Fait que comment on peut rendre ça plus le fun? C'est plus le fun aussi d'écrire avec les... Moi, je trouve, en tout cas, c'est toujours plus plaisant d'écrire avec émotion que ça rend la tâche plus agréable. Ça nous fait revivre ça aussi. Donc voilà, c'est mon petit truc rapido comme ça. Mettez-vous, je vous mets au défi, transformez toutes vos pauses. Un truc vraiment rapide. Est-ce qu'il y a des choses en lien avec le storytelling qu'on n'a pas jasé que tu aurais aimé qu'on jase?
Hey, j'ai envie de dire oui. Rapidement, c'est que souvent on associe le storytelling à l'écrit, tu sais, beaucoup à l'écrit, on raconte, on rédige, puis moi-même d'ailleurs, c'est mon médium favori, là, l'écrit. Mais tantôt, tu as parlé d'Émilie Laliberté. T'as-tu parlé d'Émilie Laliberté? Je me rappelle pas. Non. Peut-être que c'était off the record. Bon, Off ben the- alors voilà, Émilie, je te nomme Émilie Laliberté qui fait de l'audio branding et qui a créé d'ailleurs mon introduction de podcast à ta couleur. Je le mentionne parce que il y a la question aussi des émotions, pas seulement dans l'écrit, mais aussi dans l'audio. On a parlé de podcast aussi. Ça aussi, il y a plein de petits trucs qui existent pour insérer du storytelling dans son podcast, dans la façon d'animer un podcast, dans la façon de se raconter. Je veux juste mentionner ça, là, sans faire la liste de tous les trucs, là, mais vous dire que ce n'est pas qu'à l'écrit, le storytelling. On peut l'injecter aussi à l'audio, dans du podcast, dans de la musique, dans l'environnement sonore qui entoure Ouais. notre contenu. Donc, c'est vraiment tout un univers. On peut le jouer à différents niveaux, dans différents formats. Donc voilà, c'était la petite parenthèse que je veux dire. Là, on peut le voir vraiment en dehors de la boîte. Là. Moi, mon expertise, c'est avant tout la rédaction, mais il y a toutes sortes d'autres experts aussi qui utilisent le storytelling pour générer de l'émotion dans l'audio Tellement. et dans la vidéo aussi. Moi, Ouais. j'ai ça dans une de mes formations, ma formation en stratégie de contenu vidéo. Je parle de l'importance de la musique, justement, dans la production vidéo. Tu sais, je donne l'exemple des fameuses... tu sais, il y a des extraits de films où on a retiré, admettons, la trame sonore. Puis là, tu te rends compte à quel point c'est drabe, puis il n'y a absolument rien qui se passe sans ça. Puis si tu regardes même les reality TV shows, qu'on rajoute plein d'effets sonores puis plein de trames sonores en arrière pour rajouter, mettre de l'emphase sur des moments plus dark, des moments plus durs, puis toute l'équipe. Fait que c'est vraiment important. Le temps passe rapidement, fait qu'on va rentrer dans la section des questions éclairs. OK. Ça serait quoi ta plateforme préférée sur laquelle tu consommes du contenu? Hey, là, je vais détonner sûrement de la plupart des gens qui répondent à cette question et je vais dire Facebook. Encore et toujours, c'est ma plateforme de prédilection. Je suis une fille de local, je suis une fille de région territoriale, de communauté surtout. Et Facebook, pour moi, c'est le réseau social de prédilection pour les communautés existantes, réelles sur le terrain qui prennent vie en ligne. Donc, moi, Facebook, ça demeure encore mon chouchou, ouais. Ce serait quoi ton outil ou ton application qui est essentiel dans ton workflow de création de contenu? Hey, ça, c'est une bonne question. J'ai parlé d'Airtable tantôt, qui pour moi me sauve un temps incroyable, surtout pour ce qui est de toute l'approbation client aussi du contenu. J'ai envie de nommer celui-là encore. Ouais, hein, je suis vraiment fan d'Airtable, je pense que. C'est qui ton ou ta créatrice de contenu préférée? Oh, la belle question. Hey, c'est dur de répondre un seul. Écoute, je vais y aller avec une personne que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, donc qu'on connaît toutes les deux. Je vais nommer Joanie Robichaud. Joanie, si t'écoutes l'épisode. Oui, Joanie Robichaud, Joanie Gaspésie, peut-être qu'il y a plus de gens qui la connaissent sous ce nom-là. Je trouve ça extraordinaire, ce qu'elle crée. Elle a lancé un podcast récemment aussi. Je trouve qu'on se ressemble beaucoup, elle, la fille de région, et moi, la fille de village. J'aime beaucoup ce qu'elle crée, ça me parle beaucoup, ouais. Parfait. En terminant, où est-ce que tu veux envoyer les gens qui veulent en savoir un peu plus sur toi? Yes, à plusieurs endroits. Ben là, j'ai nommé Facebook. Alors oui, Facebook, vous pouvez me rejoindre, La Voisine Storytelling. Sur Instagram aussi, je suis quand même très active sur Instagram, quoique je ne l'ai pas nommé. Là, je suis très active là aussi, La Voisine Pro. Et sinon, LinkedIn, Marie-Pierre Lemaire. Et j'ai envie Francis, je vais nommer mon podcast qui est sur YouTube, si vous avez envie d'aller le consommer, l'écouter aussi, À ta couleur. Donc, le podcast À ta couleur sur YouTube. Puis ce qui est le fun, c'est que je filme avec mes invités en personne. Fait que ça amène une petite énergie différente aussi. Fait que je jase de storytelling principalement, vraiment là aussi, mais vraiment plus en profondeur. Donc, voilà. Merci Marie-Pierre d'être venue raconter ton histoire. Ça me fait plaisir, Francis. Merci mille fois pour l'invitation. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode au complet. J'espère que tu as appris plein de choses. Si oui, n'hésite pas à partager avec un ami ou un collègue qui est dans l'industrie de la création de contenu, des médias sociaux, des coms, du marketing. Et un merci particulier à Isarta, toute la belle équipe de Isarta qui propulse le podcast, mais avec qui aussi j'offre plein de formations.
veux en savoir plus sur toutes les formations que j'offre en lien avec les médias sociaux, la création de contenu, la publicité en ligne, n'hésite pas à aller visiter le site web zapta.ca. Une autre chose qui pourrait t'aider, c'est de découvrir toutes les manières que je peux t'accompagner. Donc, j'offre l'accompagnement personnalisé, du coaching, des consultations éclairs et finalement, je t'invite à visiter mon site web pour en savoir un peu plus sur la machine à contenu, qui est un outil que j'ai développé pour t'aider avec ta création de contenu de manière stratégique, planifiée, structurée. Dans la machine à contenu, tu as une boîte à idées, tu as une section pour t'inspirer, tu as une section pour planifier ton calendrier de contenu, des listes de best practices pour chacun des formats de contenu. Va voir la machine à contenu sur mon site web francisjeté.ca. Je ne retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup, puis on se dit au prochain épisode. Ciao!